Bon, bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce cinquième cours. Cinquième cours, au cours duquel nous allons maintenant considérer la motilité cellulaire dans son contexte naturel, qui est le fait que les cellules en fait, se déplacent dans un environnement qu'elles cherchent à décoder afin d'atteindre un environnement qui soit favorable et corresponde à une fonction physiologique particulière. Donc, c'est un domaine riche j'en avais parlé, j'avais introduit le sujet dans mon cours d'introduction, qu'on appelle le tactisme, c'est-à-dire le fait de s'orienter dans un environnement, et qui se décline de plusieurs façons. On peut s'orienter dans un environnement chimique, on peut s'orienter dans un environnement mécanique, et il y a aussi d'autres formes de tactisme qui correspondent à un décodage de l'environnement en termes de champs magnétiques, champs électriques, la lumière également. Et j'ai décidé de consacrer en fait, ces cours sur principalement le chimiotactisme et le tactisme d'origine mécanique. Alors initialement, j'avais prévu un cours sur le chimiotactisme et un cours sur le mécanotactisme. Et en fait, me rendant compte de la richesse du sujet, j'ai décidé pour cette année de consacrer 2 cours sur le chimiotactisme en séparant aujourd'hui ce qui concerne les stratégies mises en place chez les bactéries, donc des organismes de toute petite taille, et le cours suivant, le dernier cours, sur les cellules eucaryotes qui sont plus grosses. Et on verra des stratégies à la fois différentes, mais également en essayant de souligner des points de convergence, sinon de mécanismes moléculaires, en tout cas de modalités. Et puis, comme l'année prochaine, j'aurai l'occasion de poursuivre le thème de la motilité, je commencerai mon cours de l'an prochain sur le tactisme d'origine mécanique pour après évoluer vers une considération des aspects collectifs de la motilité. Voilà, donc tout ça pour dire que par rapport à ce qui est annoncé, et voici en effet initialement l'intitulé de mes cours, les deux derniers cours consacrés au tactisme, j'ai fait une erreur de manip, voilà. Je vais donc parler en 2 cours de chimiotactisme. Et puis ce dernier thème sera abordé l'année prochaine, il n'est pas annulé, il est simplement reporté. Alors, comme je vous le disais, et pour l'illustrer, la motilité cellulaire répond en fait à des exigences fonctionnelles, physiologiques, selon lesquelles les cellules se déplacent. Alors, en premier lieu, pour accéder à des sources d'énergie plus favorables, pour certains organismes photosynthétiques comme les algues, Volvox, Euglena, en fait, le phototaxie permet de se diriger vers des sources de lumière plus importantes ou de le fuir. Vous voyez voir dans ce film en bas 2 séries d'organismes, Volvox qui est photosynthétique, qui se dirige vers une source de lumière située vers la droite, et Euglena qui au contraire va avoir un phototactisme négatif et le fuir. Donc en fait, dans les mers, par exemple, suivant la quantité de lumière, différents organismes s'égrègent à différentes profondeurs, suivant d'ailleurs le cycle jour-nuit, pour se situer dans un environnement le plus favorable à la production énergétique nécessaire, à leur maintien en vie, etc. Mais il y a également besoin de sources énergétiques qui est plus communément, enfin en tout cas aussi communément des sources de glucose ou d'autres métabolites importants, comme chez les bactéries, Escherichia coli dont on a parlé aujourd'hui en particulier, des sources d'oxygène, etc. Le deuxième lieu en fait, de motilité, il y a d'autres types de fonctions sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, reproduction, échapper à un prédateur que l'on peut décoder aussi par la production de signaux chimiques. Donc on verra dans le cours notamment en particulier la semaine prochaine que des cellules eucaryotes du système immunitaire vont reconnaître des bactéries à distance, les leucocytes en particulier, les neutrophiles, et qui vont donc décoder en fait, des molécules produites par les bactéries. Donc il y a toute une série de molécules qui permettent de répondre à des fonctions physiologiques, notamment le système immunitaire. Et puis au cours du développement, dans le système nerveux, et on le verra plus abondamment l'année prochaine, les cellules effectivement décodent un environnement de nature chimique ou mécanochimique. Ou alors également le processus de réparation de plaies dans un tissu qui peut sécréter, en tout cas diffuser des molécules, je vous donnerai un exemple la semaine prochaine, et qui permet à des cellules du système immunitaire d'aller rapidement sur le lieu de lésion, de phagocyter des cellules mortes et permettre ainsi une réparation. Donc voilà, toute une constellation de fonctions unicellulaires, multicellulaires, dans lesquelles les cellules se déplacent en décodant un environnement
chimiques des molécules. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à aborder cette question, comment les cellules décodent leur environnement chimique. Alors, la difficulté, vous voyez, c'est qu'en fait, les cellules sont entourées d'une myriade de molécules et que donc on s'attend à ce qu'elles aient une réponse spécifique et une réponse aussi qui leur permet de se renseigner sur l'origine, la localisation spatiale de la source chimique à laquelle elles répondent. Alors, de façon très illustrée, ce film que j'ai déjà eu l'occasion de montrer, qui date des années 50, on voit ici un neutrophile, donc une cellule du système immunitaire dont la fonction première est en fait de rechercher en périphérie de l'organisme une bactérie à cause d'une infection. Vous voyez ici un staphylocoque doré qui a été phagocyté à la fin, et en fait pendant un certain temps, ce neutrophile en fait le poursuit. La bactérie en fait un mouvement brownien, donc diffuse aléatoirement, mais le leucocyte est capable d'adapter en permanence sa motilité, selon les stratégies que l'on a vues dans les cours précédents de mécanique, sur lesquelles je ne reviens pas. Et donc, il s'agit de comprendre comment en fait, la cellule réoriente son appareil de motilité, sa mécanique, en fonction du décodage de signaux environnementaux. Alors, le cas particulier des neutrophiles sera vu la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la petite bactérie qui se déplace en décodant des sources de métabolites, glucose en particulier. Voilà, donc ça c'est le contexte général de la motilité. Des molécules sont produites, diffusent, forment des gradients qui peuvent être décodés dans l'organisme ou dans l'environnement par des cellules, que ce soit des bactéries dont la taille moyenne est de l'ordre de quelques microns, 1 micron ou quelques microns, alors que des cellules comme les leucocytes font plutôt une dizaine de microns ou quelques dizaines de microns. Donc on est à un ordre de grandeur de différence, et ce qui a des conséquences comme nous allons le voir. Voilà, donc chimiotactisme de bactéries, chimiotactisme des cellules eucaryotes, le plan de nos 2 prochains cours. Alors, les études un peu pionnières sur le chimiotactisme des bactéries, en fait, c'est un domaine extrêmement riche qui a ses sources, comme toujours, au XIXe siècle, des observations de biologistes allemands en l'occurrence, mais je commence un peu cette histoire rapide sur les contributions de Julius Adler, qui a étudié, était un peu le fondateur de l'étude plus spécifique moléculaire, génétique du chimiotactisme des bactéries, en particulier des Escherichia coli. Donc le type de dispositif expérimental que Adler a mis au point est en fait une pipette dans laquelle il mettait une certaine concentration de glucose. On voit ici l'ordre de grandeur des concentrations utilisées, vous voyez ici la molarité. Mais typiquement, les concentrations qui permettent une réponse maximale sont de l'ordre du millimolaire, donc des concentrations assez fortes. On reviendra sur la signification de ce chiffre, qui est assez fort comme concentration, alors que des leucocytes peuvent répondre à des concentrations nanomolaires, dans les cas extrêmes, ou micromolaires plus communément, donc des ordres de grandeur très différents. Et donc les bactéries qui sont en solution sont, au bout d'un quelque temps, attirées, reconnaissent en fait la source de glucose, qui donc diffuse en dehors de la pipette, forme un gradient de concentration sur quelques centimètres. Ici, on a 2 millimolaires d'aspartate dans ce capillaire, et en une heure, vous voyez l'agglomération de bactéries qui sont en périphérie en répondant au gradient et qui se retrouvent même à l'intérieur du capillaire. On peut après quantifier le nombre de bactéries dans le capillaire d'une façon très précise selon une technique de microbiologie, et donc avoir une réponse quantitative dans la forme présentée dans ce diagramme en haut à droite. Vous avez en ordonnée le nombre de bactéries qui a été attiré dans le capillaire en fonction de la concentration qui varie selon des ordres de grandeur très variés. Voilà. Et donc, comme je le disais, ici, la réponse maximale est de l'ordre du millimolaire. Alors, ce que Adler avait montré, à une époque où on ne savait rien, à vrai dire, sur ce phénomène, c'est qu'il existe différents types de molécules qui sont capables de solliciter en fait, une réponse des bactéries. Il peut y avoir du galactose, du glucose, des riboses, aspartate, sérine. Donc il existe en fait, les bactéries, coli, a une capacité de répondre à différents types de molécules d'une façon assez spécifique, mais comme on va le voir, toutes mettent en jeu un mécanisme non seulement général chez coli, mais universel chez les bactéries, chez très nombreuses bactéries, de réponse à ces molécules extracellulaires. De surcroît, et c'est un point central résumé ici dans ce texte copié de l'article, une chose très importante, c'est que Adler a pu montrer
que cette réponse à ces molécules, qui par ailleurs ont une fonction liée au métabolisme des bactéries, ne met pas en jeu en fait les fonctions métaboliques. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des analogues de ces molécules qui ne sont pas métabolisables, et Adler montre en fait que les cellules répondent au chimiotactisme dans ce cas-là, alors que les molécules ne sont pas métabolisées. Donc la conclusion, c'est que l'on peut distinguer la fonction métabolique de ces molécules, glucose, et sa fonction dans le chimiotactisme. D'accord ? Donc ceci a donc été le point de départ d'une étude du chimiotactisme. À vrai dire, on peut dire que Adler est le fondateur de la génétique moléculaire et de tout ce dont je vais vous raconter maintenant dans ce cours, sur le chimiotactisme des bactéries. Alors, un autre article important donc, qui illustre la puissance de la progénétique, comme souvent, avant qu'on puisse même cloner et identifier les molécules, on utilise les ressorts de la génétique moléculaire. Et dans les années 60, année, comme vous le savez, très importante, le début des années 60, c'est les articles fondateurs de Jacob et Monod sur l'opéron lactose, toute la régulation génétique chez Escherichia coli. Donc un peu plus tard, en 1969, Adler et ses collègues utilisent un dispositif expérimental simple. En fait, ils mettent dans une boîte à pétri une solution de bactéries, enfin plutôt au centre de ce milieu de culture riche en milieu peptidique et donc riche en acides aminés. Ils mettent une petite goutte d'une solution de bactéries et voient en 24 heures comment cette population, si elle va se développer ou non. Alors si elle se développe, on voit une espèce de zone très large qui représente le fait que des bactéries se sont multipliées, ont trouvé de l'énergie et ont pu migrer en périphérie et occuper une zone large du milieu de culture. Ça, ce sont des bactéries contrôle. Et d'ailleurs, ce type de motilité collective chez les bactéries, dont je parlerai, je pense, l'année prochaine, ou c'est ça l'année prochaine, on appelle swarming, c'est en fait une espèce de migration collective qui n'est pas tout à fait la motilité individuelle, mais qui est néanmoins associée. Et il observait donc des bactéries mutantes qui n'ont pas ce type de comportement, qui restent en fait concentrées au centre donc, de la boîte de culture. Et ce sont donc ce genre de bactéries qu'il appelle de façon très simple non chimiotactiques. Or, les analyses génétiques, et notamment l'étude en groupe de complémentation, qui, comme vous le savez, est une méthode qui permet de voir s'il existe des gènes ou des allèles qui sont distincts les uns des autres, qui appartiennent à ce qu'on appelle des groupes de complémentation, identifie différents groupes de complémentation qu'il appelle Ki pour chimiotactis, CHE, Ki A, Ki B, C, etc. Donc on va avoir un certain nombre de gènes qui s'appellent Ki A, Ki B, Ki C, Ki B, on le verra plus tard, qui trouvent leur origine dans ce type de crible génétique. Et le point important, c'est qu'il identifie 3 classes de mutants non chimiotactiques. Les premiers, et à la lumière de ce que l'on a vu la dernière fois sur la nage des bactéries, sont tout à fait compréhensibles. Il s'agit de mutants FLA qui n'ont pas de flagelle. N'ayant pas de flagelle, ils ne peuvent pas se déplacer. Il existe d'autres mutants qui ont des flagelles, mais ces flagelles sont paralysés. Ils ne peuvent pas tourner. Ce sont des mutants dans les composants du stator et des moteurs qu'on a vu la dernière fois. Vous vous souvenez notamment des unités de stator, dont on a vu l'importance dans l'adaptation mécanique. Mode A, mode B, appartiennent forment différents groupes de complémentation dans cette classe fonctionnelle. Mais le point le plus important pour aujourd'hui, c'est, en dehors de ces mutants qui ne sont pas capables de se déplacer, ce sont des bactéries qui ont des flagelles, qui savent les faire tourner, qui sont donc tout à fait compétents d'un point de vue de la mécanique de la nage, mais qui sont incapables de répondre à la présence d'un gradient chimique de glucose en particulier. Et donc, ce sont ces mutants-là qu'il appelle plus spécifiquement les mutants du chimiotactisme au sens strict. Voilà. Et c'est eux qui vont nous intéresser aujourd'hui, parce que l'on cherche à comprendre comment une bactérie disposant de flagelles, de moteurs et de toute la mécanique associée peut répondre à la présence d'un gradient chimique. Alors vous voyez ici une image qui d'ailleurs montre comment l'un de ces mutants est flagellé, et tout à fait normalement. Il existe des caractéristiques très fondamentales du chimiotactisme que je voudrais rappeler, qui valent pour les bactéries, mais qui sont également vraies pour les cellules eucaryotes. La première, j'en ai déjà parlé rapidement, c'est la spécificité. En fait, effectivement, une cellule répond de façon spécifique à telle ou telle molécule. J'ai précisé la capacité d'être attirée par une source de glucose, mais il existe des molécules qui ont une fonction répulsive. Des bactéries ne vont pas, en fait, vont non seulement ne pas répondre à une molécule, vont même le fuir. Donc il y a un chimiotactisme des chimio-attractants ou chemo-repellent, comme on dit en anglais. La deuxième fonction générale, c'est le fait que
ces bactéries en fait, sont capables de décoder ces molécules à leur surface. En fait, c'est la surface de la cellule, de la bactérie, par la présence de récepteurs, on va le voir, qui permet le décodage de l'environnement. Et le troisième et le plus important est que les bactéries ne répondent pas à une différence de concentration, mais au rapport de concentration entre l'environnement et un autre. Donc il y a une fonction ratiométrique qui en fait, reflète le fait que la cellule détecte un gradient. Et on va voir de quelle manière. Alors, il est toujours intéressant d'essayer de faire un petit calcul qui permet de voir ce qui se passe quand on est une bactérie qui fait 1 micron ou 2 microns, comme une bactérie Escherichia coli. Donc, la cellule faisant à peu près 2 microns, les dispositifs expérimentaux dont j'ai parlé forment des gradients à la sortie d'un capillaire qui s'étend de 1 millimolaire à l'intérieur du capillaire jusqu'à 0, donc le niveau de concentration de base, à peu près 2 cm du capillaire. Donc on a un gradient qui est de l'ordre d'une fraction de micron de micromolaire par micron. Et si on a une bactérie qui fait 2 microns dans ce gradient, en fait, cela nécessite que la bactérie soit capable de détecter une différence de concentration de l'ordre de 10,4% entre, disons, l'avant et l'arrière de cette bactérie. Ce qui est un chiffre extrêmement faible. Et même si l'on va voir plus tard que la bactérie dispose d'un système extrêmement sensible, capable d'amplifier en fait, et de détecter une différence d'occupation des récepteurs très très faible, il paraît très invraisemblable que une bactérie puisse décoder un tel gradient entre ces deux bords. Et de fait, elle ne le fait pas. Une autre façon de voir les choses, c'est de dire que on peut estimer que dans une concentration de 1 micromolaire de chimioattractant, dans un volume qui fait 1 micron sur 100 nanomètres, qui correspond à peu près au volume immédiat à la périphérie d'une bactérie qui fait à peu près 1 micron, ça correspond à peu près à 60 molécules, et donc les fluctuations stochastiques autour de là seraient de l'ordre de la racine carrée de 60. Donc en fait, on voit bien que le système est à de très petits nombres, avec de grandes fluctuations, et néanmoins, on sait que les bactéries ont une réponse extrêmement robuste, extrêmement rapide. Et donc, ce n'est pas pour dire que cela disqualifie d'emblée un processus de détection spatiale, mais pour dire qu'elle le rend quand même très improbable, à la lumière de ces petits calculs qui sont d'ailleurs mentionnés dans cet article, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, de Daniel Koshland, dans les années début 70. Alors, il existe en principe 2 classes générales de mécanismes de chimiotactisme. Le premier est une détection d'un gradient spatial, par laquelle la cellule va en fait comparer l'activation d'un récepteur à son avant et à son arrière par rapport au gradient, et en fonction de cette différence d'activité, pouvoir se polariser et répondre, comme on l'a vu, en termes de sa mécanique. Un autre mécanisme, qui est celui qu'on va voir aujourd'hui, en fait que les bactéries utilisent un mécanisme de détection d'un gradient temporel, par lesquels les cellules en fait, vont comparer un instant t et un instant t plus delta t l'activité des chémorécepteurs et induire une réponse particulière, ce qui implique effectivement une capacité de mémoire du système dont on va voir les ressorts tout à l'heure. Alors pour faire court, des cellules bactériennes utilisent un gradient temporel et des cellules plus grosses, des cellules eucaryotes, utilisent un gradient spatial. On verra ça plus tard. Alors, les expériences fondatrices qui ont indiqué que les bactéries étaient, semble-t-il, capables de répondre à un gradient temporel reviennent à 2 articles, mais en particulier celui-ci en 1972. 2 articles importants ont été publiés en 1972 et je vais venir sur l'un et sur l'autre. Le premier, en fait, utilise une bactérie qui s'appelle, que vous connaissez, la salmonelle, Salmonella typhimurium, du laboratoire de Daniel Koshland. Et le dispositif expérimental mis en place par cette équipe consiste à présenter donc des bactéries de salmonelle dans une enceinte qu'on peut observer au microscope et d'apporter extrêmement rapidement une nouvelle concentration de molécules attractives, de sérine par exemple, et de le faire de telle sorte qu'effectivement, malgré les turbulences, le milieu soit suffisamment mélangé et suffisamment apporté suffisamment rapidement par un système de microfluidique que les bactéries, en fait, n'ont pas de gradient spatial, mais soient instantanément, c'est-à-dire dans l'ordre de la milliseconde, exposées à une concentration nouvelle. Alors, dans l'expérience contrôle, les bactéries sont
exposé à un nouveau milieu de même concentration. Donc delta C égale 0. Delta C correspond à la variation de concentration dans le temps. D'accord ? Et on voit ici une espèce d'image stroboscopique où on voit une projection temporelle des positions des bactéries à différents instants et on voit qu'elles forment des trajectoires. Donc la bactérie a ici, dans l'intervalle de temps considéré, une trajectoire, comme vous le voyez ici, qui est caractéristique de son comportement. Et dans différentes concentrations ambiantes de sérine, qui varient entre 0, 0,01 et 1 millimolaire, on peut voir les vitesses caractéristiques de ces bactéries qui sont de l'ordre d'une vingtaine à une trentaine de microns par seconde. Vous voyez ici les valeurs dans les expériences répétées, les valeurs moyennes, 28, 27, 28. Donc le premier point, c'est que les bactéries ont une vitesse moyenne semblable, quelle que soit la concentration, avec deux ordres de grandeur, enfin des variations de concentration importantes. Et donc ça, c'est la situation, si vous voulez, contrôle. Maintenant, on va exposer les bactéries à une concentration plus importante et après moins importante de sérine, et on va voir ce que cela induit en termes de modification de son comportement. Donc, premier, c'est un gradient temporel positif. La concentration va passer de 0 à 0,76 millimolaire en à peu près 200 millisecondes, d'après les estimations que les auteurs font. Et on voit que les auteurs étudient la réponse quasi instantanée dans les secondes qui suivent de la bactérie, et ils observent très rapidement que les bactéries, vous voyez, ont une trajectoire qui est beaucoup plus longue que dans l'expérience contrôle. Ce qu'on appelle les runs, dont je vous ai parlé, sont plus longs, ce qui veut dire que donc, la fréquence de changement d'orientation, de tumbling, est baissée, cette fréquence. Au bout de quelques temps, et on reviendra plus tard beaucoup plus en détail, les cellules retournent à un comportement initial. Elles se sont adaptées à leur nouvel environnement. Cela prend quelques minutes lorsque le gradient temporel est positif. L'expérience inverse est un gradient temporel négatif. Les cellules passent de la concentration de 1 millimolaire où elles s'étaient adaptées, donc elles avaient une motilité comme dans l'expérience contrôle. Et à ce moment-là, on baisse la concentration à 0,24 millimolaire en à peu près 200 millisecondes, et l'on observe, par rapport à leur comportement initial, qu'elles ont à ce moment-là des trajectoires plus courtes, des runs plus courts, et l'adaptation est beaucoup plus rapide. En à peu près 12 secondes, les cellules retournent à un état initial comme ici. Donc, ceci a conduit les auteurs à conclure que les bactéries en fait, décodent une variation temporelle de leur concentration. Quelle est la signification de cela dans le contexte d'une motilité dans l'espace ? En fait, les cellules nagent aléatoirement. Elles repèrent une variation temporelle de la concentration ambiante, et ces variations temporelles de la concentration ambiante sont directement corrélées à une évolution dans leur espace, qu'elles décodent grâce à la détection d'un gradient temporel. Alors on va voir effectivement comment les cellules décodent ce gradient temporel. Nous y viendrons à la fin de ce cours. Avant de pouvoir faire cela, j'ai un certain nombre de choses à vous expliquer sur le mécanisme de détection du signal, ses caractéristiques fondamentales de manière quantitative. Et donc on finira par la compréhension des modalités selon lesquelles les cellules décodent ce gradient temporel. Mais voilà un article qui en 1972 a déjà proposé cette notion très, très novatrice et qui trouvera une explication profonde, disons, dans les années 80-90. Alors un autre article important publié la même année, en 1972, est donc de Howard Berg, dont on a déjà parlé, qui a fait en fait l'essentiel des travaux sur Collie, sur le chimiotactisme, et qui avait mis en place, en 1971, donc il y a 50 ans, l'année de ma naissance, un dispositif assez remarquable qui lui permettait de suivre en direct la position de bactéries. Alors une bactérie, ça fait donc 1 micron, ça nage en l'ordre de 20 microsecondes. Quand on les observe au microscope, même à 1 x 20, un objectif x 20, la bactérie, en fait, elle disparaît très rapidement du champ visuel, donc on ne peut pas la suivre. Il a mis en place un système très astucieux de suivi des positions en X, Y et en Z, donc en 3 dimensions de la bactérie, avec un mécanisme de feedback qui lui permet d'ajuster la position de la platine en X, Y, Z, et donc de pouvoir suivre au cours du temps la bactérie qui nage dans son environnement, et elle est immobile au centre du champ d'observation de l'objectif 20X. D'accord ? Donc c'est assez remarquable, parce que cet effet quand même il y a assez longtemps.
sans ordinateur, mais ou en tout cas avec un système rudimentaire électronique, mais et qui basait en fait sur la comparaison de signaux qui étaient séparés en X, Y et Z, et toute variation entre les positions X à gauche et à droite, Y en haut et en bas, et Z sur le plan focal, lui permettait en fait de décoder en fait un mouvement de la bactérie et par un mécanisme de feedback d'ajuster la position de la platine pour remettre la bactérie au centre. Et cela a été fait assez rapidement pour que, à son vitesse de déplacement, la bactérie soit comme flottant dans son environnement. On voit ici donc la description qu'en fait Howard Berg. The scene through the binocular is extraordinary. The bacterium being tracked seems to be stuck to the center of the field, turning this way and that, trying to free itself, while the other bacteria drift in and out of focus. Donc en fait, c'est sur cette base-là que Howard Berg, en 1972, publie un article qui détaille de façon très précise la statistique d'évolution d'une bactérie en termes de runs and tumbles en fonction de la concentration ambiante de molécules. Alors, donc voilà cet article, publié conjointement avec l'article de Kochland sur Salmonella. On voit que le focus est un tout petit peu différent. Il ne parle pas de gradient temporel, mais caractérise en fait l'évolution dans un gradient spatial. Gradient spatial et gradient temporel en fait sont corrélés l'un à l'autre d'une façon assez fondamentale, nous le verrons plus tard. Alors à gauche, vous avez les trajectoires typiques, alors maintenant en 2 dimensions, on ne voit pas le suivi en 3 dimensions, de bactéries. Et à droite, vous avez l'exemple de trajectoires de bactéries qui ne sont pas capables de chimiotactisme, qui ont des flagelles, qui peuvent se déplacer comme on le voit, mais qui ne sont pas capables de décoder l'environnement. Alors, ce que l'on voit, c'est que dans une bactérie contrôle, il y a une succession de mouvements, puis de changements de direction, apparemment aléatoires. Donc cela donne l'impression d'un mouvement purement d'une marche aléatoire. Là, la concentration ne change pas, elle est uniforme dans l'espace. Ici, on a une trajectoire qui semble un peu aléatoire, mais sans changement de direction net, avec des courbures qui reflètent en fait, la diffusion en rotation de la bactérie au cours du temps. Les vitesses de déplacement sont de l'ordre d'une vingtaine de microsecondes pour le sauvage, et les runs sont en moyenne dans l'ordre de la trentaine de secondes. Alors vous voyez ici un film qui, je l'avais montré pour des raisons liées à la motilité, mais on voit bien ici une bactérie qui avance, puis qui semble s'arrêter, et puis qui reprend une nouvelle direction. Vous pouvez le suivre ici, différents exemples, voilà, ici. Alors vous vous souvenez, quand elles avancent, les flagelles tournent dans une certaine direction, anti-horaire, puis le mouvement dans l'autre direction permet l'immobilisation et la réorientation dans une direction quasi aléatoire. Alors, le suivi de ces bactéries permet de voir l'évolution temporelle sur 3 exemples différents de la vitesse de bactéries, qui sont importantes, de l'ordre d'une vingtaine de microsecondes, puis qui chutent, puis qui repartent. Donc, vous voyez, toutes ces zones ici correspondent à des tumbles, et les zones hautes correspondent à des runs. Et donc, on peut suivre la longueur d'un run et la fréquence de tumbling. Voilà les 2 paramètres essentiels étudiés par Howard Berg. Premier résultat important est que si l'on regarde les angles des nouvelles trajectoires après un tumble, elle est quasiment en fait aléatoire. La moyenne est autour de 62 degrés, ça serait 90 degrés si c'était vraiment aléatoire. Donc c'est quasi aléatoire. Et la deuxième chose, c'est que la fréquence de tumbling suit en fait une statistique de Poisson. Ce qui veut dire en fait que les événements ne sont pas corrélés en fait directement les uns aux autres. Et voilà, donc il caractérise fondamentalement la trajectoire des bactéries dans un environnement uniforme de molécules de glucose par exemple. Alors la première chose que Berg fait, c'est de changer la concentration moyenne, mais de façon uniforme. Il augmente la concentration par exemple de sérine. Il observe très rapidement après cette modification, et il y voit qu'en fonction de l'augmentation de la concentration de sérine, il y a une augmentation une augmentation de la durée des runs. D'accord ? Donc en gros, quand on augmente la concentration de sérine, alors pas d'aspartate, donc ça dépend un peu des acides aminés, les bactéries ont des runs plus longs, donc elles diminuent leur fréquence de tumbling. Tumbling, c'est cet arrêt de mouvement lié à un changement de rotation du moteur. Donc en gros, quand une bactérie est présente dans une plus forte concentration de sérine, de glucose ou de n'importe quelle molécule, elle continue dans la même direction pendant un plus longtemps.
Alors, les choses sont vraiment intéressantes dès lors que l'on regarde maintenant dans un gradient spatial de chimio-attractant. Et en fait, les statistiques faites par Berg permettent de distinguer le comportement lorsqu'une bactérie remonte un gradient et lorsqu'elle le descend. Alors, vous voyez ici, en rouge, les comportements moyens et ici les distributions des trajectoires quand une bactérie remonte un gradient ou quand elle le descend par rapport à l'expérience contrôle. Alors, lorsqu'elle remonte un gradient, on voit que alors, les concentrations moyennes, lorsqu'elle remonte le gradient et descend le gradient, sont dans le même ordre de grandeur. On est dans l'ordre du 10 micromolaire. Mais le point qui est important, c'est que la durée moyenne d'un run, quand une bactérie remonte un gradient, est de l'ordre de un peu plus de 2 secondes. Alors que si l'on. Et qu'il est important de comparer la durée moyenne d'un run à la même concentration maintenant uniforme spatialement. Et donc on voit que lorsqu'une bactérie remonte un gradient, elle perçoit quelque chose de différent de si jamais la concentration était en gros à la même valeur, mais uniforme. Ce qui veut dire que la bactérie décode en fait un gradient spatial. En tout cas une augmentation de la concentration. Cependant, lorsqu'une bactérie descend un gradient, il n'y a pas de modification significative de son comportement, vu que la durée d'un run est la même que la durée d'un run si la bactérie est exposée à la même concentration de façon uniforme. Voilà. Donc, grâce à ce dispositif très précis, Howard Berg conclut, et c'est la conclusion principale de son article, qu'une bactérie ne répond pas simplement à la concentration ambiante du chimio-attractant, mais en fait à sa variation spatiale et plus précisément à l'augmentation de la concentration de sérine, par exemple. Et c'est cela qui permet à la bactérie d'évoluer. Donc, en d'autres termes, le signal chimique est détecté et traduit en acte en termes de motilité cellulaire de nage lorsque la bactérie remonte un gradient. Remonter un gradient réduit la fréquence de tumbling. Et comme les bactéries passent plus de temps à remonter le gradient, en termes de probabilistes, elles remontent le gradient. Et c'est exactement ce qu'on appelle le chimiotactisme, cette capacité à remonter un gradient. Alors, avant de rentrer dans un exposé, une explicitation des types de mécanismes qui permettent ce type de choses, j'aimerais faire un petit interlude, une considération un peu plus générale qui vient d'un article publié, alors maintenant quasiment 20 ans plus tard, en 1990, qui permet de voir les conditions générales qui permettent le chimiotactisme. Et en gros, les auteurs utilisent un modèle en dimension qui est très astucieux, car il permet en fait de saisir cette caractéristique maintenant documentée, à savoir que les bactéries en fait ont une certaine probabilité de changer de direction dans l'espace en 3 dimensions. Donc si on maintenant transpose en une dimension, on va considérer donc un axe dans lequel des particules, alors on aura à l'esprit des bactéries, mais on peut considérer n'importe quel type de particules, y compris des particules inertes, qui diffusent et qui vont traverser des barrières semi-perméables à des intervalles delta. Et ces membranes ou barrières semi-perméables ont une caractéristique qu'elles ont des pores qui permettent de passer en gros la moitié des particules. En tout cas, une particule qui arrivera aura une probabilité 1,5 de passer à travers un trou ou 1,5 d'être réfléchie. D'accord ? Donc, de façon très générale, on peut considérer que ces barrières sont situées séparées les unes des autres à des distances qui ne sont pas constantes, delta 1, delta 2. Et on va considérer en particulier ce qui se passe au niveau de cette interface que j'ai surlignée en rouge, dans lesquelles on a un certain nombre de particules, une concentration ici, une autre ici, et donc elles séparées par des distances delta 1, delta 2, avec des temps de trajet qui sont tau 1, tau 2, et donc une vitesse delta sur tau, qui, comme on va le voir dans les différents cas, peut être constante dans l'espace ou au contraire variée. Alors, si l'on considère maintenant le flux, alors on voit bien que cette caractéristique de ces membranes semi-perméables, de ces barrières semi-perméables, permet effectivement de modéliser l'idée qu'une bactérie ou qu'une particule puisse changer de direction à tous les intervalles de temps tau, d'accord, qui est exactement la chose que l'on veut voir. Et on va voir les conditions qui permettent la création en fait, d'un gradient spatial de ces particules, étant donné ces distributions spatiales de ces barrières semi-perméables. Voilà en fait le type de modèle. Alors on va considérer le flux à travers cette membrane, J, et étant donné que donc, si l'on considère ce qui va traverser cette barrière, on va avoir, donc on considère la concentration dans ce milieu-là x2 moins x1, avec les distances et les temps delta 2, tau 2. On a un quart parce qu'il y a la moitié qui réfléchit et la moitié qui va dans le sens qui nous intéresse.
Et ça, c'est l'équation de référence à partir de laquelle on va considérer différents cas suivant les valeurs constantes ou variables de delta de taux ou de delta sur taux, c'est-à-dire la vitesse et donc la coefficient de diffusion que l'on peut calculer à partir de là. Alors le cas le plus simple, vous le connaissez, c'est la loi de Fick, c'est ce qu'on appelle le cas 0, dans lequel delta et taux sont constants. Et donc on peut réécrire ça de façon continue comme J est égal à moins D, le coefficient de diffusion, dérivée spatiale de C, la concentration en une dimension. Le coefficient de diffusion, c'est donc delta 2, delta carré sur 4 taux. Et à l'équilibre, donc J égale 0, on a donc C qui est uniforme dans l'espace. Donc ça, c'est, disons que la chose pas très intéressante, mais qui est le point de départ de nos considérations. Ce qui nous intéresse, c'est de voir maintenant quelles sont les conditions de variation spatiale de taux delta et la diffusion, de la vitesse, pardon, delta sur taux, et dans quelles considérations, dans quel cas peut-on avoir un gradient spatial de C, c'est-à-dire une distribution non uniforme. Alors si jamais ce ne sont pas des particules mais des bactéries, on voit bien que l'on peut essayer de voir dans quelles conditions va-t-on avoir un gradient de bactéries, et donc en gros quelque chose qui s'apparente à un chimiotactisme. Alors le premier cas intéressant, où D en fait change, où la diffusion n'est pas une constante mais varie en fonction de l'espace. Alors on peut, comme D c'est delta carré sur 4 taux, ça peut être venir parce que delta est variable ou taux est variable. Alors le premier cas, on va considérer qu'en fait la vitesse delta sur taux est constante. Certes, delta et taux peuvent varier, mais delta sur taux est une constante. Alors on voit qu'à partir du moment où delta sur taux est une constante, on peut réécrire cette équation, on peut toujours la réécrire d'une façon très simple dans laquelle on va avoir la dérivée spatiale, enfin J peut se réécrire de cette façon-ci. Et D n'est pas une constante, la coefficient de diffusion, hein, vu qu'on a delta sur taux est une constante, on a delta carré, donc D n'est pas une constante. Et l'on voit bien donc à ce moment-là que la condition à l'équilibre, c'est que la concentration en fait est uniforme. On n'a pas de gradient. Donc les conséquences sont très importantes. C'est-à-dire que si jamais le coefficient de diffusion varie en fonction de l'espace, d'accord, ça correspond en fait aux bactéries. Parce que dans l'expérience de Berg, quelles que soient les remontées du gradient, descentes du gradient, la concentration ambiante, la vitesse est une constante. Elle est de l'ordre de presque 30 microns par seconde. Donc on a une vitesse constante, c'est le cas considéré. Par contre, les fréquences de réorientation, qui correspondent à delta et taux variables, d'accord, existent. Et il n'y a pas une fréquence régulière, il y a au contraire une probabilité qui suit une statistique de Poisson. Et donc on est dans cette considération. Et on voit bien ici que de changer simplement la fréquence de tumbling, si on ne faisait que ça, si on ne changeait que la fréquence de réorientation, en positionnant les barrières de telle sorte qu'elles ne soient donc aléatoires, à ce moment-là, on s'attend à avoir une distribution uniforme des bactéries. À l'époque, il y avait des débats pour savoir ce qu'on appelle la clinotaxie, c'est-à-dire une réorientation, une distribution des bactéries en fonction de la fréquence de réorientation, de tumbling. Et en fait, ce calcul très général montre en fait qu'on ne peut pas avoir de distribution autre qu'uniforme dans ces conditions-là. Donc ceci, disons, clôt l'idée que le simple régulation de la fréquence de tumbling suffise à réguler la distribution et de permettre le chimiotactisme. Alors, je n'ai pas souligné un point très important dans ce modèle, et je le précise maintenant, c'est le fait que, d'après ce modèle, on définit en fait la possibilité de se réorienter comme simplement une mesure locale dans l'espace et le temps. Les particules n'ont pas de mémoire, elles régissent simplement à la distribution ou non d'une barrière semi-perméable qui va réfléchir avec une certaine probabilité 1,5 ou la laisser passer avec une probabilité 1,5. D'accord ? Il n'y a pas de mémoire du système et c'est dans ces conditions-là que les particules ont une distribution uniforme. Et on verra tout à l'heure en fait que pour que l'on puisse avoir un chimiotactisme, il faut de la mémoire. Alors, rapidement, considérer d'autres cas. On peut avoir delta qui est une constante. À ce moment-là, on peut réécrire l'équation comme cette forme-là. Et le point qui est important, c'est qu'à l'équilibre, à ce moment-là, ce n'est pas C qui est uniforme, c'est DC qui est uniforme. Et donc, si D varie dans l'espace, on va avoir une relation inverse entre la concentration et la diffusion. En d'autres termes, ça veut dire que la bactérie ou les particules vont s'accumuler dans l'endroit où elles vont moins vite, ce qui est tout à fait logique. Donc on va avoir un gradient inverse par rapport à la vitesse de déplacement. Alors ce n'est pas comme ça que les bactéries font, mais on pourrait imaginer en fait une réorganisation spatiale des bactéries selon ce mécanisme-là.
Le troisième cas, c'est le cas inverse, dans lequel c'est tau qui est variable et delta qui est une constante. À ce moment-là, l'équation a cette forme-ci, et donc à ce moment-là, c'est à l'équilibre, c'est la racine carrée de D fois C qui est uniforme. Et donc on a encore qualitativement l'idée que la concentration est inversement proportionnelle, alors pas tout à fait à D, la racine carrée de D. Donc on a encore le cas dans lequel la particule ou les bactéries se concentrent dans l'endroit où elles ont une vitesse moindre, d'une façon moins forte que dans le cas précédent, mais qualitativement on a le même type de réponse du système. Et puis on peut encore considérer le cas plus général où tous les paramètres varient dans l'espace. L'équation s'écrit ainsi. On ne peut pas vraiment écrire un coefficient de diffusion, mais la vitesse V, delta sur tau, et les conditions à l'équilibre maintenant nous disent que l'on doit avoir une concentration qui est inversement proportionnelle à cette vitesse delta sur tau. Et donc encore une fois, qualitativement, on trouve que les particules ou les bactéries s'accumulent dans les régions du gradient où les bactéries sont moins mobiles. Donc vous voyez, il y a deux cas de figure où la vitesse n'est pas constante et les particules ou les bactéries vont s'accumuler dans les régions où elles sont moins mobiles, où la vitesse est constante, et à ce moment-là, on va avoir une distribution uniforme. Encore une fois, dans ce système, il n'y a pas de mémoire, il y a une lecture simplement locale des conditions qui vont modifier la probabilité de changer de direction. D'accord ? Donc le mécanisme de clinotaxie ne marche pas. Donc l'inférence à partir de cette étude, et d'ailleurs c'est l'autre partie de cet article dont je ne parle pas parce que j'aimerais maintenant vous présenter cela d'une façon progressive, les cellules doivent en fait utiliser une mémoire pour détecter au cours du temps les variations temporelles de la concentration. Ce sur quoi nous allons revenir maintenant. Alors, un point aussi important concernant un peu la physique de la détection de l'environnement, qui nous conduit en fait à reconsidérer sous un angle différent le faible nombre de Reynolds et l'implication que ça a pour une bactérie. Alors, si vous étiez à mes cours sur la croissance l'an dernier, ou si vous avez écouté en ligne, en fait, pour qu'une bactérie double sa taille, il faut en gros qu'en l'espace de 1 heure, c'est-à-dire un cycle cellulaire, elle absorbe à peu près 1 milliard 10 puissance 9 molécules de glucose, ce qui est quand même assez important. Donc c'est important pour la bactérie d'être dans un environnement riche en glucose, sinon elle ne va pas pouvoir se diviser. Et donc quelle est la meilleure stratégie en fait, pour détecter cette concentration optimale? Et en fait, on peut imaginer deux mécanismes. De façon macroscopique, si vous voulez, agiter le fluide, si l'on nage par exemple, c'est beaucoup plus rapide que de simplement diffuser. D'accord ? Ça, c'est ce qui se passe pour nous si nous sommes dans une piscine. Si vous nous déplacez pour obtenir un ballon, ben, nous allons nager. D'accord ? En revanche, comme on va voir à l'échelle d'une bactérie, le rapport entre vitesse de convection liée à l'agitation du liquide et vitesse de diffusion est tout à fait différent. Et cela a une incidence sur le mécanisme de chimioctatisme et qui permet de voir sous un angle différent les caractéristiques des durées de run. Alors, pour être plus précis, on peut comparer le temps de diffusion et le temps de nage en fonction des caractéristiques, vitesse, distance et longueur d'une bactérie et du coefficient de diffusion de molécules dans l'eau. Alors le temps de diffusion, il peut se calculer comme le rapport entre la longueur de la bactérie qui est de l'ordre d'1 micron divisé par le coefficient de diffusion par exemple, de sérine dans l'eau, de l'ordre de 10 puissance 3 microns carrés seconde, ce qui donne un temps caractéristique de l'ordre de la milliseconde. En revanche, le temps de nage va être le rapport entre la longueur et sa vitesse, qui est de l'ordre de 30 microsecondes. Et à ce moment-là, on obtient un temps caractéristique de l'ordre de la centaine de millisecondes. Ça veut dire que si l'on fait... Donc le temps de diffusion est beaucoup plus faible que le temps d'agitation ou de déplacement du liquide par le déplacement de la bactérie. Et donc on peut définir ce qu'on appelle un nombre sans dimension, le nombre de Peclet, qui est le rapport entre ces deux temps caractéristiques, et qui peut donc s'écrire comme LV sur D, L la longueur, V la vitesse et D le coefficient de diffusion. Et l'ordre de grandeur du nombre de Peclet pour une bactérie, c'est 10-2. C'est-à-dire qu'il y a un ordre, on l'a vu, c'est entre 1 et 100 millisecondes. Donc en gros, une bactérie qui est dans son milieu, en raison de sa faible vitesse, de sa faible taille et de l'importance du coefficient de diffusion dans l'eau, en fait, plutôt que d'aller rechercher rapidement les molécules qui l'intéressent le plus autour d'elle en se déplaçant, elle attend simplement par diffusion, et ce sera le mécanisme le plus rapide en fait, pour avoir une lecture dans l'environnement. La diffusion fait le travail. Une métaphore simple, c'est que si vous faites la vaisselle et que vous mettez une assiette dans l'eau,
on sait qu'on a besoin d'agiter pour la nettoyer. Une bactérie, à la taille d'une bactérie, vous mettez l'assiette dans l'eau, la diffusion fait le travail. Elle enlève rapidement. Alors là, je parle de choses qui sortent de l'assiette, mais vous pourrez aussi considérer des choses qui vont en fait s'absorber sur l'assiette. Donc une bactérie dans l'eau, elle attend simplement en l'espace d'une fraction de seconde, et elle a une lecture en fait complète de l'environnement qui lui permettent de le détecter. En gros, de détecter l'information autour d'elle. Alors, maintenant, mettons cela en perspective du chimiotactisme. En fait, une bactérie peut ne pas être satisfaite, entre guillemets, si tant est qu'elle ait une intention, de l'environnement dans lequel elle est. C'est-à-dire que la concentration n'est pas en fait, tout à fait optimale. Donc, de toute façon, elle va se déplacer selon une marche aléatoire. Et on veut savoir de quelle façon qu'elle peut trouver rapidement en fait, un environnement qui lui serait potentiellement plus favorable en faisant cette comparaison temporelle. Et bien pour cela, il faut que sa nage permette en fait, de dépasser, d'aller plus loin que ce que la diffusion lui permettrait. Donc on peut calculer la distance, à quelle distance la bactérie doit-elle aller pour qu'elle puisse trouver un nouvel environnement qu'elle n'aurait pas par une simple lecture par diffusion. Et alors pour ça, la longueur, ça va être V fois T, et par diffusion, ça va être la racine carrée de D fois T. D'accord ? Donc ce que l'on veut, c'est que cette longueur-là, par nage, soit plus important que ce que serait permis par la diffusion, donc pour qu'elle batte, entre guillemets, l'effet de la diffusion. Et donc, on réécrit cela, T doit être plus grand que D sur V carré, et connaissant la vitesse, donc 30 microsecondes, et D 10 puissance 3 microns carré seconde, ça veut dire en fait qu'il faut qu'elle se déplace pendant plus d'une seconde. Plus d'une seconde, une seconde, c'est en gros la durée d'un run, c'est-à-dire à peu près 30 microns. Donc on voit en fait que le système, l'évolution, a fait qu'en gros une bactérie opère des runs qui typiquement lui permettent d'explorer un nouvel environnement, un environnement auquel elle n'accéderait pas simplement par diffusion, qui lui permettent véritablement donc, de lire de façon aléatoire différentes zones très rapidement en se déplaçant grâce à sa motilité. Donc voilà ce qui est une espèce de justification a posteriori des caractéristiques quantitative de la marche aléatoire d'une bactérie dans son environnement. Elle, typiquement, lui permet de décoder très rapidement, alors localement la concentration, et d'aller explorer de façon probabiliste différents environnements. Maintenant, elle va faire une comparaison temporelle de ces différentes concentrations et à partir de là, adapter sa nage. Donc voilà le point que je voulais souligner à ce stade. Alors ça, c'est pour bactéries, Escherichia coli, et la plupart des bactéries qui ont des nages de l'ordre de quelques microsecondes, dizaines de microsecondes. Alors je voulais juste, pour vous montrer qu'il y a toujours une variation sur ce thème, des bactéries qui ont des nages extrêmement rapides, et je voulais simplement vous montrer ici le calcul du nombre de Peclet qui est différent. Il y a des bactéries qui en fait sont stratifiées dans des zones d'oxygène très particulières dans les sédiments, et qui, si on l'observe in vitro, nagent extrêmement vite. Leur nage varie entre 100 et 1000 microsecondes, donc entre 10 et 100 fois plus rapide que les bactéries coli. Et dans un gradient d'oxygène, de pression partielle en oxygène que l'on voit ici, vous voyez qu'elles sont capables de faire des demi-tours extrêmement rapides pour retourner dans la zone de concentration optimale, avec une zone de sensibilité extrêmement précise. On a une espèce ici, une autre là, avec des espèces de trajectoires hélicoïdales qui sont suivies par les auteurs. Et ici, on voit donc comment une espèce de distribution à l'équilibre de ces bactéries au centre d'un gradient de pression partielle en oxygène, avec une fréquence de demi-tour qui est importante dans les marges. Donc en fait, les bactéries en fait, décodent très rapidement une variation de la pression partielle en oxygène. Si on calcule maintenant pour ces bactéries connaissant leur taille, leur vitesse et la diffusion de l'oxygène dans l'eau, on peut calculer le nombre de Peclet qui est ici de l'ordre de 1,4 à 2, et non pas 10-2 comme pour coli. Donc ici, vous voyez, on est quasiment dans une situation où, en fait, la nage est dans le même ordre de grandeur ou légèrement supérieure, en fait, à ce que la diffusion permet. Et donc, sans doute, est-ce un moyen pour les bactéries de très rapidement, en fait, la raison pour laquelle elles sont dans ces nages si rapides avec des demi-tours si rapides, c'est que ça leur permet très rapidement, en fait, de se retrouver dans une concentration optimale pour leur survie. Donc ça pour montrer que les conditions peuvent être un petit peu différentes de ce qu'on a vu chez coli. Alors, la physiologie du chémorécepteur est la suivante. Donc, on voit donc une succession de runs et de tumbles qui viennent d'une succession de changements d'orientation venant de la rotation
de l'alternance entre une rotation anti-horaire des flagelles qui permet donc d'avancer selon une trajectoire quasiment rectiligne, et puis une rotation horaire des moteurs qui permet un arrêt quasiment instantané de la vitesse, de la vitesse, suivie par une orientation quasiment aléatoire par rapport à la trajectoire précédente. Donc on voit ici, donc, dans ces images, les flagelles dans un tumble, montrant voilà, cette configuration particulière. Alors on peut suivre maintenant ce qu'on appelle le biais de rotation, je vais l'appeler comme ça, clockwise bias, qui est en fait calculé de la façon suivante. On prend des bactéries que l'on suit dans un environnement particulier et on peut suivre ces bactéries individuellement, soit en les immobilisant, soit en les suivant par vidéo-tracking comme Berg le faisait. Et on peut suivre donc si les flagelles sont comme ça, on est en position clockwise, et si jamais ils sont en faisceau, en position anti-clockwise. Et donc on peut, pour une bactérie, suivre la succession temporelle de ces deux configurations auxquelles on va donner un signe 1 pour counterclockwise et 0 pour horaire. Et on peut maintenant, en alignant les données, faire la moyenne de différentes cellules suivies sur une trajectoire, sur un temps particulier. Donc dans une concentration quelconque, on peut suivre ici la probabilité d'être dans la configuration horaire ou anti-horaire. Et après, on voit comment le système répond à une modification de la concentration de différentes façons. Un exemple ici, c'est qu'on donne une impulsion rapide de chimioattractant pendant 100 millisecondes et on voit comment, en moyenne, les bactéries répondent. Donc là, on va voir un certain nombre de données qui montrent ces statistiques, hein, le biais de rotation qui correspond à la réponse moyenne d'un ensemble de cellules à un environnement particulier, en alignant les cellules si jamais on fait une impulsion ou si jamais on fait une marche d'augmentation de la concentration. Alors précisément, on peut maintenant regarder la statistique moyenne de réponse d'un ensemble de cellules, de bactéries, à une augmentation soudaine de la concentration, par exemple, de sérine, comme on peut le voir ici. Et on voit que le biais de rotation, hein, qui est de l'ordre de 0,70, augmente. Je passe sur silence le fait qu'effectivement, après, il redescend à sa valeur de référence, mais il augmente transitoirement. Ce qui veut dire que transitoirement, à une augmentation de la concentration qui va être perçue comme donc une variation temporelle de la concentration, les bactéries, collectivement, répondent de façon probabiliste par une augmentation du biais anti-horaire, ce qui veut dire qu'elles continuent, elles font des runs plus longs. D'accord ? Alors, ici, on a une autre façon de voir ça. On peut suivre ici, dans une cellule non stimulée, le biais. On voit ici la fréquence de tumbling, une autre façon de représenter les choses, qui a une certaine valeur. Et lorsque l'on présente une concentration plus importante, ici d'aspartate, 1 millimolaire, il y a une baisse soudaine de la fréquence de tumbling. Les runs sont plus longs, comme on l'a vu précédemment. Voilà. Donc c'est deux différentes façons de voir les choses. Alors maintenant, on va essayer de comprendre de quelle façon le circuit du chimiotactisme opère pour permettre la détection d'un gradient temporel de molécules ambiantes et ainsi de modifier sa fréquence de tumbling, qui est en fait l'essence du processus. Donc on peut considérer un input qui est la concentration environnante de différentes molécules, on va souvent considérer sérine, et puis l'output qui est donc le sens de rotation du flagelle, horaire ou anti-horaire. Anti-horaire, run, horaire, arrêt. Et on va le faire par étapes parce qu'à vrai dire, je suis obligé de rentrer dans un certain nombre de molécules, mais j'aimerais de le faire progressif pour ne pas vous perdre. En fait, il y en aura quand même globalement assez peu, mais j'aimerais vous présenter la logique du système qui est vraiment le plus important. Alors précisément, en oubliant cette boîte noire au milieu, on peut simplement considérer que ce qui couple l'input et l'output, c'est une molécule de chimiotactisme qui s'appelle KY, ou KY. KY, je veux dire, c'est quand même plus simple. Quand le ligand est lié à son récepteur, KY est inactif. D'accord ? Donc la liaison du ligand à son récepteur inactive le récepteur. KY est inactif, il reste là où il est, il ne fait rien. En revanche, lorsque le ligand, et donc à ce moment-là, le moteur continue à tourner dans son sens anti-horaire, il y a un run. En revanche, lorsque le ligand n'est pas lié au récepteur, KY est activé par phosphorylation, d'où ce symbole P ici. La molécule KY est active, phosphorylée, le récepteur est actif. Il a une forte affinité pour les sous-unités FLI-M du moteur, on l'a vu la dernière fois,
et cela change en fait le biais de rotation, le sens de rotation du moteur qui devient horaire, et donc ce qui induit un arrêt de la trajectoire de la bactérie, et donc un tumbling. Donc en fait, le médiateur du couplage entre l'input et l'output, récepteur, moteur, c'est cette molécule KY, qui est donc une molécule absolument centrale dans le dispositif de chimiotactisme. Alors justement, pour repréciser les choses dans le contexte du cours précédent, vous vous souvenez que donc, la rotation du moteur est entraînée par des unités de stator qui utilisent le gradient, l'énergie libre d'un gradient de protons, dans le cas de Colli, et les changements de conformation de ces sous-unités en jaune du stator font tourner le moteur dans un sens anti-horaire. La liaison de KY, cette molécule médiatrice venant du récepteur et qui décode en fait la concentration ambiante de ligand, induit un changement de conformation lié à une transition allostérique dans les molécules qui fait qu'au lieu d'être à l'extérieur de la roue du rotor, elle se retrouve à l'intérieur, et donc sa rotation intrinsèque de ces stators en fait, vont changer en fait, la rotation de la sous-unité en bleu du rotor. Donc c'est une transition allostérique qui change une conformation et fait en gros changer le couplage de ces engrenages, ce qui est assez remarquable. Donc ça, c'est pour vous montrer le couplage mécanique en lien avec cette molécule KY que vous avez présentée la dernière fois sans vous préciser ce qu'elle fait. Cette molécule KY, c'est le messager qui relie l'input et l'output. Input chimique, output mécanique, le flagelle. Donc voilà maintenant ce détail apporté, cette molécule KY. Alors KY est activée par le récepteur et par l'intermédiaire de deux molécules, qui A et W, peu importe leur nom, et elle existe dans deux configurations, une forme phosphorylée et une forme qui peut être déphosphorylée. Donc elle est phosphorylée par le récepteur en l'absence de ligand et déphosphorylée par une phosphatase. Donc vous savez, il y a toujours une kinase qui ajoute un phosphate et une phosphatase qui l'enlève. C'est une transaction extrêmement commune en chimie, comme vous le savez, en biochimie. Alors, j'aimerais parler d'une caractéristique assez intéressante de ce couplage entre KY et le récepteur et le moteur. Et ce sont des expériences assez magnifiques faites par Philippe Cluzel lorsqu'il était postdoc chez Stanislas Leibler il y a une vingtaine d'années. Et en gros, ce que Philippe Cluzel a mis en place, c'est un dispositif expérimental lui permettant de suivre deux choses en même temps. La concentration intracellulaire de KY fusionnée avec GFP en utilisant la FCS, donc la corrélation de fluorescence, et en fait les décorrélations temporelles permettent de remonter au coefficient de diffusion à la concentration de la molécule. Et donc il pouvait suivre à un instant donné une bactérie immobilisée sur une lamelle la concentration interne de KY et GFP, et il pouvait suivre en même temps, en mettant une petite bille fluorescente, comme vous voyez ici, absorbée sur un flagelle, le sens de rotation du flagelle. Et donc il pouvait coupler en gros l'input intermédiaire KY et puis le sens de rotation du moteur. Et vous voyez la relation entre les deux. La relation est la suivante. On a ici en ordonnée le biais de rotation qui ici est le clockwise bias, d'accord ? Alors, et ici on a la concentration en abscisse de KY. Alors en fait, ce qu'il mesure, c'est KY, GFP, et en fait, il considère qu'il y a une relation directe avec la concentration de KY phosphorylé, qui est en fait ce qui, en toute rigueur, nous intéresserait. On verra comment on peut avoir une mesure directe des KY phosphate tout à l'heure. Mais donc dans cette étude, il y a 20 ans, voilà ce qu'il fait, et la réponse remarquable, c'est une réponse extrêmement non linéaire, qu'on peut décrire comme une fonction de I avec un coefficient de l'ordre de 10. D'accord ? Le point qui est important, c'est que lorsque l'on varie la concentration de KY, il y a une concentration, la constante de dissociation, c'est de l'ordre de 3,1 ou 2 micromolaires, j'arrondis à 3 micromolaires, et donc le moteur est extrêmement sensible. Il répond d'une façon extrêmement rapide à une variation de concentration de KY. On peut le réécrire comme la relation entre la fréquence de changement de rotation par rapport à la concentration, avec donc une espèce de zone de sensibilité extrême. Et cette ultrasensibilité du moteur est à la fois assez remarquable, mais elle pose, comme on va le voir, un petit problème. Mais avant de venir au petit problème, j'aimerais vous montrer maintenant une autre méthode, parce qu'elle aura son importance plus tard. Comment peut-on mesurer la concentration de KY actif, phosphate ? Pour cela, on va utiliser des expériences de fret, où en fait, on va utiliser le fait que la phosphatase, KZ, en fait, se lie de façon extrêmement rapide à KY,
Si les deux sont fusionnés respectivement à CFP et YFP, la proximité entre ces deux molécules va induire du fret entre les deux qui peut se mesurer. Et donc on peut avoir une mesure du fret qui soit un indicateur direct de l'importance de l'association entre KZ et KY. Et comme à l'état stationnaire, le taux de phosphorylation et de déphosphorylation de KY sont égaux, l'activité du récepteur est directement corrélée dans le temps à la concentration de KY, du complexe KY-KZ. Donc en fait, on a un indicateur indirect de l'activité du récepteur en suivant l'association entre KY et KZ, et donc et dans le dispositif expérimental, la mesure de fret. Alors ça ressemble à ça lorsqu'on fait l'expérience. C'est assez magnifique. Donc on a ici la mesure du fret. Quand vous voyez fret, vous vous dites activité du récepteur. Et lorsque l'on ajoute un attractant, par exemple de la sérine, il y a une baisse du fret. Baisse du fret est égale à baisse de concentration de KY, donc inactivation du récepteur. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a cette baisse rapide qui se produit en à peu près de l'ordre de grandeur d'une seconde. Et comme on va voir plus tard, il y a après, dans un ordre de grandeur qui est plus long, de l'ordre de quelques minutes, une adaptation du système dans laquelle l'activité revient à sa valeur nominale. Lorsque le système est revenu à sa valeur nominale, on peut enlever d'ailleurs la molécule de sérine. D'accord ? À ce moment-là, il y a exactement l'inverse, une augmentation transitoire du fret qui correspond en fait à une augmentation du récepteur, c'est normal, il y a moins de ligands. Et puis on peut faire des expériences inverses où maintenant on n'utilise pas un attractant mais un repellent, une molécule inhibitrice, et elle va avoir le même type de comportement mais à l'envers. D'accord ? Donc en fait, quelle que soit la molécule, il va y avoir le même type de réponse. La liaison d'un attractant va baisser l'activité, puis le système en fait revient à un état de référence qu'on appelle un mécanisme d'adaptation. On va revenir plus tard. Alors le problème que pose l'ultrasensibilité du moteur par rapport à la concentration de KY est le suivant. En fait, on a donc une réponse du moteur ultrasensible avec un KD de l'ordre de 3 micromolaires. Et pourtant, on sait par des mesures expérimentales que la concentration des KYP, en fait, elle varie d'une cellule à l'autre. Elle n'est pas du tout une constante. Et à raison de variations génétiques entre bactéries, elle varie aussi un peu en fonction des conditions d'exposition au stimulus. Donc elle varie en fait en permanence. Et néanmoins, une variation très faible en fait de cette concentration amènerait le moteur à ne plus être capable de répondre. Néanmoins, il est capable de répondre. Donc on imagine que donc la question de savoir comment le moteur s'adapte à une variation de la concentration de KY, étant donné qu'il est ultra sensible. Alors les auteurs des gens avaient imaginé qu'il y avait une espèce de feedback de l'activité du moteur sur l'activité kinase qui active KY, et en fait ce n'est pas le cas. Ce qui est beaucoup plus, comme on va le voir, ce qui se passe, c'est que le moteur s'adapte en changeant sa capacité de répondre à la concentration de KY. Et on va voir ça dans la diapositive suivante. Alors, pour tester expérimentalement la réponse du moteur à ces variations de concentration, on va le mettre dans des conditions, peu importe les motivations des auteurs à utiliser ce mutant KIBI-KIAR, sur lesquels je ne dis rien à ce stade. Simplement, sachez que ces molécules ne savent pas s'adapter, donc lorsqu'on les expose à un attractant, elles baissent leur activité, c'est normal, mais elles ne vont pas revenir à une valeur de référence, elles vont partiellement s'adapter, donc elles vont avoir une activité basse, d'accord, qui correspond à une concentration de KY qui est plus faible. Et donc on voit ici d'une autre façon, lorsqu'on mesure le fret entre KY et KZ, il y a une baisse, mais après la valeur reste stable. Donc en fait, les bactéries sont entraînées dans une situation où en fait, KY est baissé artificiellement par une mutation génétique. Elles ont une concentration plus basse. Normalement, si le moteur ne s'adapte pas, il ne peut plus répondre. Et donc on va voir comment en fait. Or on sait que le moteur est capable de répondre. Donc que s'est-il passé dans le moteur qui lui permet de répondre à cette nouvelle concentration de KY qui est forcée par cette mutation génétique. D'accord ? Voilà exactement le sens de ce dispositif expérimental. Alors ce que l'on va voir, c'est que la baisse de la concentration de KY, P, comme je l'ai dit, est induite par cette mutation qui empêche l'adaptation, est compensée par une augmentation du nombre de sous-unités FLI-M, qui est en fait l'unité du moteur, qui en fait est le substrat auquel se lie KYP et qui permet la modification du sens de rotation du moteur. Et en fait, ce que fait la bactérie, c'est qu'elle augmente le nombre de sous-unités FLI-M, donc en fait, elle augmente le nombre de binding sites de KYP. Donc si la concentration est FLI-M, comme elle augmente le nombre d'unités de liaison, en fait, elle augmente la sensibilité du moteur. Donc en fait, le moteur a une sensibilité qui est adaptée
à la concentration de KY. KY plus faible, augmentation de la sensibilité, donc le système s'adapte. Les expériences qui le montrent sont en fait très fines et jolies. Donc en fait, avant adaptation dans ce mutant, on voit la courbe de réponse en rouge, en fait, qui correspond à ce que Philippe Cluzel avait montré. Mais néanmoins, après entraînement, c'est-à-dire après stimulation de la bactérie et une adaptation partielle, donc une baisse de la concentration de KY, on voit en fait que le clockwise bias est légèrement shifté vers la gauche et les auteurs montrent que en fait, la zone, le C50, donc la concentration moyenne de KYP qui correspond à la moitié de l'activité du système est passée de 3,1 micromolaires à 2,7 micromolaires. Cette différence est significative. Et si l'on utilise un modèle, on peut voir que ça pourrait correspondre à un changement de nombre de sous-unités FLIEM qui passe de 34 à 36. Alors vous dites que ce n'est pas grand-chose, mais ça peut se mesurer. Et la suite de l'article consiste à mesurer en fait, le nombre de sous-unités de FLIEM en réponse au système qui a été en fait, forcé à baisser sa concentration de KY. Et on voit effectivement que ce nombre de sous-unités augmente d'une façon tout à fait mesurable et conforme au modèle. Donc voilà en fait une propriété du système d'un moteur ultrasensible qui adapte son fonctionnement à la concentration de KY et qui permet de toujours rester dans une zone de réponse ultrasensible, quelle que soit la concentration ambiante de KY. Donc maintenant, j'aimerais parcourir les trois propriétés fondamentales du système qui sont toutes corrélées les unes aux autres. Enfin, surtout, la première, c'est la sensibilité du système extrême. La deuxième, c'est l'adaptation et qui est liée en fait à la capacité du système à parcourir un domaine de concentration extrêmement vaste de plusieurs ordres de grandeur. Alors commençons par la sensibilité du récepteur. Donc la sensibilité du récepteur, donc je vais vous présenter un modèle allostérique de la chimiotaxie basé sur une description en physique statistique du récepteur dans ses différents états. Donc on peut considérer les états inactifs, c'est-à-dire sans KY phosphorylé, et les états actifs avec KY phosphorylé. Et de façon statistique, on considère tous les états possibles, les états inactifs où le ligand n'est pas lié, où le ligand est lié, et inversement pour les états actifs où le ligand est lié ou n'est pas lié. On peut maintenant on peut écrire explicitement les facteurs de Boltzmann qui vont rentrer en compte dans la probabilité des différents états du système et qui prend en compte l'énergie de ces différents états. Donc, par exemple, pour les récepteurs inactifs, on va considérer, en l'absence de ligand, l'énergie du récepteur dans son état inactif, donc epsilon I, epsilon A pour l'énergie libre du récepteur dans son état actif. Et puis on peut considérer maintenant également, lorsque le ligand se lie, on va prendre également en compte l'énergie libre qui correspond en fait à l'énergie liaison au récepteur inactif moins le potentiel chimique, etc. Donc à partir de cette description explicite, on peut calculer la probabilité que le récepteur soit dans un état actif ou on. Et en fait, on arrive à une formule très générale qui a cette forme-là dans laquelle on a les facteurs qui viennent en fait de l'état du récepteur dans son état inactif et actif sans liaison du ligand, et après les contributions de la concentration locale du ligand, et dans laquelle vont apparaître les constantes de dissociation, Ki et Ka, ou les constantes d'affinité du récepteur pour le ligand dans leur état actif et inactif. Et le point qui va être important ici, c'est en fait cette différence d'énergie, epsilon I moins epsilon A, qui correspondent aux différentes énergies du système, du récepteur, en l'absence du ligand entre l'état actif et l'état inactif. Alors, on sait un certain nombre de choses sur ce système qui permettent de savoir le sens, la valeur de cette delta epsilon. Donc, delta epsilon ou epsilon I moins epsilon A doit être supérieur à 0 parce qu'en l'absence de ligand, le système est on, est actif, comme je vous l'ai dit. C'est cet état-là qui est largement privilégié, d'accord, par rapport à celui-ci. Par rapport à celui-ci, voilà. Donc le epsilon I est plus important que epsilon A. La deuxième chose, c'est que lorsque la concentration du ligand augmente, le récepteur dans son état inactif est favorisé, donc on a bien Ki qui est inférieur à Ka. D'accord ? Alors, comme on va le voir plus tard, cette différence-là, delta epsilon, c'est précisément ce que la méthylation, on va le voir, et l'adaptation modifient dans le comportement du récepteur. D'accord ? Donc ici, retenez cette formule, je la remontrerai lorsque l'on verra le mécanisme d'adaptation.
Alors, la forme que prend donc, cette probabilité d'activité en fonction de la concentration de chimioattractants, donc on varie C, et pour des valeurs de KI, Ka qui sont ici 10-6 molaires, 10-4 molaires, et ici on a une différence delta epsilon de 2kT. On a une courbe qui décroît, et les données expérimentales sont tout à fait conformes à ce genre de choses, qui correspondent donc à la baisse d'activité lorsque la concentration du ligand à son récepteur augmente. Alors, ce qui est important, c'est de voir que le système est capable d'amplifier la réponse d'une façon assez remarquable, et cela peut se décrire si l'on considère en fait le fait que les récepteurs, et on va voir les données expérimentales plus tard qui le documentent, ne sont pas simplement indépendants les uns des autres, ils ont tendance à s'associer, et la liaison d'un ligand à un récepteur, en raison de la proximité et les interactions avec d'autres récepteurs, va induire des transitions allostériques qui vont se propager aux autres récepteurs, de sorte qu'on considère comme micro-états, dans les états inactifs, tout un ensemble de configurations dans lesquelles on a un ligand lié, les autres ne sont pas liés, mais sont dans la même configuration inactive, et idem pour les différents micro-états correspondant aux récepteurs actifs. Et on peut regrouper et avoir le facteur de Boltzmann pour l'ensemble de ces configurations dans lesquelles on va simplement mettre une puissance n pour le nombre de récepteurs considérés dans ce système. Et donc on peut réécrire l'équation qui décrit la probabilité du système dans son état actif, dans lequel on va simplement mettre à la puissance n ce facteur-là. Mais on est dans la même différence d'énergie entre l'état du récepteur non lié au ligand, epsilon i moins epsilon a. Et l'on voit maintenant, quand on varie n, de 1, ce que je vous ai montré précédemment, à 15, d'accord, on voit qu'on a une réponse de plus en plus abrupte, avec une non-linéarité de plus en plus grande, qui reflète le fait qu'effectivement le système est de plus en plus sensible. La sensibilité du système peut se décrire comme le rapport entre le changement fractionnel de l'output sur l'input. D'accord ? Donc delta P sur P, donc qui est la réponse, et delta C sur C, qui est la concentration du ligand, qui est l'input du système, qui peut se réécrire comme la dérivée du log de la probabilité active sur le log de la concentration. D'accord ? Donc la sensibilité augmente avec en tout cas dans le modèle que je vous décris, hein, elle pourrait augmenter par la capacité de multimérisation et de transition allostérique du récepteur. Alors de fait, ça ne s'est pas sorti de nulle part, parce qu'il y a des données expérimentales qui indiquaient effectivement que les récepteurs sont capables de de former des agrégats. On voit ici pour coli le récepteur de l'aspartate TAR qui est concentré en fait au pôle de coli, qui n'est pas distribué de façon uniforme, mais en microscopie, cryomicroscopie électronique, je pense que vous pouvez voir ici, sans être un spécialiste, qu'il y a une espèce d'agrégat très, très, très précis des récepteurs en plaques, dans lequel il y a plusieurs centaines de molécules. Je crois que l'ordre de grandeur du nombre de récepteurs, c'est de l'ordre de 600 hein, pour un récepteur classique comme TAR, et en fait, ils sont agglomérés aux deux pôles de la cellule. D'autres images et d'autres bactéries, hein, streptocoque, coli, etc., montrent que ce n'est pas, que c'est en fait un processus assez général. On voit même une espèce une distribution quasi cristalline de ces molécules qui montre en fait que donc, les bactéries en général ont une capacité de s'organiser en clusters et qu'effectivement dans ce contexte-là, les processus allostériques décrivent mieux en fait leur réponse extrêmement sensible à une variation de concentration du ligand. Alors pour voir maintenant en chiffres une autre façon ce processus d'amplification de la réponse, on peut voir effectivement ce qu'on peut aussi décrire comme le gain du système. Il est très important. En fait, une variation de concentration, par exemple, d'aspartate qui augmenterait l'occupation des récepteurs de une molécule, donc 1 pour 600, qui est l'ordre de grandeur du récepteur, qui correspond donc à une variation en pourcentage de 0,016%, augmente transitoirement le biais de rotation de l'ordre de 0,1. D'accord ? Donc vous voyez, une amplification quand même assez importante, de l'ordre de plus d'un ordre de grandeur. Et donc une augmentation de cette occupation, par exemple une augmentation de l'occupation du récepteur de l'ordre d'une molécule par seconde, d'accord, augmente à l'état stationnaire le biais de rotation d'une amplitude similaire, de l'ordre de 0,1. D'accord, vous voyez, donc c'est des variations très infimes du degré d'occupation des récepteurs, induit en fait une variation de fréquence de rotation très importante. Et donc ça se traduit à partir des données de Berg
sur la vitesse des bactéries, ça correspond à une augmentation de la longueur des runs d'un facteur 3. Donc vous voyez une augmentation infinitésimale de l'ordre de 0,0016% de l'occupation des récepteurs se traduit par une augmentation d'un facteur 3 de la distance de run. Voilà. Donc ça peut dire que le système est effectivement extrêmement sensible, et c'est le type de coopérativité que j'ai décrit précédemment dans le modèle et les données expérimentales qui rendent compte sans doute de ce genre de sensibilité extrême. Une autre façon de voir les choses, c'est dans le contexte d'un gradient, de voir effectivement quel est le changement fractionnel d'occupation du récepteur. Donc dans un gradient de bactéries, dans un gradient de glucose par exemple, ou de sérine, donc en fait, on est dans une concentration moyenne de l'ordre du millimolaire. Le gradient que les bactéries explorent sont de l'ordre de 0,02 micromolaire par micron. Et donc, avec une concentration ambiante de l'ordre de 8 micromolaires, cela veut dire que la bactérie explore une variation entre 8 et 8,2 micromolaires, soit une variation de 2,5%. Et connaissant le KD du récepteur de l'aspartate, alors en fait, il y en a plusieurs, parce que la réponse n'est pas en une étape. On a 7 micromolaires et 62 millimolaires. En fait, cela donne une variation fractionnelle de l'occupation du récepteur de l'ordre de 0,003, ce qui est donc infime. Donc vous voyez le chiffre utilisé ici, tout à fait cohérent avec ce ordre de données que j'ai présenté ici. Toujours est-il que donc, voilà, on peut mesurer maintenant la sensibilité du système selon la formule que je vous ai présentée ici. Et dans les mutants, en fait, qui ne sont pas chimiotactistes comme les mutants kibikiaires, vous voyez la sensibilité est de plus d'un ordre de grandeur plus basse. Donc le système est vraiment évolué pour avoir cette capacité de réponse extrêmement sensible à une variation d'occupation du récepteur. Et c'est ce que je voulais vous présenter ici. Il y a un modèle de coopérativité que je vous ai présenté qui permet de rendre compte de façon assez fine de ce genre de comportement. Alors maintenant, on va continuer et finir sur cette fonction centrale dans la compréhension du chimiotactisme, qui est le mécanisme d'adaptation du système auquel j'ai déjà fait allusion, et qui va nous permettre de parler du dernier module, du deuxième module en fait de chimiotactisme entre l'input et l'output, qui est ce module là. Donc on a vu celui-ci, en quoi il permet le couplage input-output, et maintenant on va voir la fonction de ces deux molécules qui modifient en fait l'état du récepteur et de voir comment on peut l'interpréter en termes physiques. Alors déjà, bien comprendre l'adaptation, on peut le voir de cette façon-là. Donc on peut considérer une bactérie qui est exposée à une concentration ambiante C1. Les récepteurs répondent à cette concentration. On a une courbe de réponse que l'on a vue tout à l'heure, non linéaire, dans laquelle l'activité décroît en fonction de la concentration, avec une concentration EC50, C1, qui correspond donc à la moitié de l'activité, comme ici. Si l'on augmente la concentration subitement de la bactérie, soit qu'elle nage, soit qu'on lui apporte dans un milieu de culture, l'augmentation de la concentration va faire que, par rapport à cette courbe de réponse, elle va se déplacer à droite et donc perdre son activité. D'accord ? C'est ce que l'on observe sur ce graphe dans lequel le fret entre qui Z et qui Y en fait, baisse subitement. Ça correspond en fait au déplacement le long de cette courbe. Mais au bout de quelques temps, comme on l'a vu ici, l'activité revient à une valeur de référence. Donc en fait, c'est comme si en fait, la bactérie avait déplacé vers la droite sa courbe de réponse, de telle sorte que maintenant son EC50 est plus grande. Il était d'une valeur C1 et il devient maintenant C2. Donc le système s'est adapté. Alors l'avantage, on voit bien de cette adaptation, c'est qu'elle permet à la bactérie de pouvoir répondre à une nouvelle variation, en négative ou positive, de cette concentration. La bactérie est extrêmement sensible, comme on l'a vu, elle a une amplification très grande, mais en fait, pour pouvoir couvrir un domaine de concentration très large, elle doit s'adapter pour pouvoir décoder une variation encore plus grande. Sinon, elle serait très sensible, mais elle pourrait détecter qu'un domaine extrêmement restreint de la concentration. Et ça, c'est un problème extrêmement général, d'ailleurs, dans les domaines de sensibilité à l'environnement, la lumière et autres. C'est un problème très général. Donc, en fait, ici, on voit donc très précisément ce que l'adaptation permet. Comment on peut l'interpréter en termes de déplacement, de variation de la concentration EC50 du système, de sa réponse, et on va voir comment. Et en termes de fréquence de tumbling, on était à une certaine fréquence, la concentration augmentait, le système était inactif, augmentation de la durée des runs, donc la bactérie nage plus longtemps, puis après elle s'adapte, donc elle se remet à avoir des fréquences de tumbling, et puis elle se réadapte à l'environnement. Alors le mécanisme d'adaptation
dépend précisément d'une modification réversible, covalente, des récepteurs par un groupement méthyle. Une méthylation, donc représentée ici par ce M dans ce cercle rouge. Et il y a deux molécules qui permettent cette modification. Une méthylase KIA, qui donc ajoute un groupement méthyle sur le récepteur dans son état inactif, et KIBI, alors on va le voir, hein, qui est activé, qui enlève le groupement méthyle du récepteur dans un état où il est actif. Et donc on a ces deux modifications réversibles. On va voir de quelle manière ces modifications expliquent l'adaptation du système. Alors déjà, donc l'adaptation, on le voit ici, hein, il y a une baisse d'activité puis un retour à la valeur de référence. Et dans ces expériences de Uri Alon et ses collègues il y a un certain temps, on voit que lorsque l'on augmente la concentration de KIR dans une cellule, le temps d'adaptation en fait diminue. Donc on voit bien qu'il y a une influence, le KIR, donc cette molécule qui ajoute des groupements méthyle, modifie la durée d'adaptation, et donc elle joue un rôle très important dans ce processus. Donc le cœur de l'adaptation, on peut le définir comme une espèce de reset du système. Et le point qui est important, c'est que la méthylation est mise à jour constamment par l'activité du récepteur, en gros donc par la liaison du ligand. La déméthylase en particulier, KIBI, est activée par le récepteur. Quand il n'y a pas de ligand, quand le récepteur donc est actif, il va y avoir une phosphorylation pas simplement de KY comme on l'a vu, mais également de KIBI, qui va donc déméthyler les groupements méthyles qui sont apportés au récepteur. On va voir l'importance que ça a plus tard. En présence du ligand, c'est ça, donc c'est ce que je viens de vous dire, et lorsque le ligand se lie, alors, le point qui est important, c'est que ça forme une forme de feedback. Donc, quand le ligand quand il n'y a pas de ligand, le récepteur est actif, KA est actif KIBI, qui donc joue un rôle de déméthylase, et donc cela va convertir le système dans un état inactif. Inversement, en présence du ligand, le récepteur est inactif. Le rapport entre KIR et KIBI est évolué parce qu'il y a moins de KB actifs. Donc en fait, la méthylase va gagner dans la compétition contre la déméthylase. Et donc il va y avoir plus de méthylation du récepteur, ce qui l'entraîne naturellement vers son état actif. Donc on voit bien qu'on passe d'un état inactif à un état actif et réciproquement. Et ça, c'est au cœur de l'adaptation. Alors on peut voir maintenant dans le contexte d'un gradient de concentration qui peut s'écrire comme Cx est égal à une valeur de référence plus une augmentation. Donc le gradient K, dans ces différentes distributions, la valeur initiale de fond et de C0 varie, mais le gradient est le même, de 0,03 micromolaire par micron. Et avec ce gradient, on voit que le système répond d'une façon différente et qui s'explique très bien en termes de variation précisément de delta E. Delta E étant, je le rappelle, la différence d'énergie libre entre le récepteur non lié au ligand dans son état inactif et son état actif. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut tout à fait expliquer l'adaptation, comment la méthylation modifie simplement la valeur de delta E. Et quand delta E est plus important, à ce moment-là, le système modifie son EC50, l'augmente, et ce qui correspond précisément au mécanisme d'adaptation. Donc pour bien comprendre comment cela se passe, on peut le voir de cette façon suivante. Comment marche le feedback? En fait, l'augmentation du ligand va transitoirement, donc l'augmentation du ligand, donc sa liaison au récepteur, va transitoirement baisser la concentration de récepteurs actifs. Comme il va y avoir moins de récepteurs actifs, il va y avoir moins d'activation de KIBI, qui est activé par le récepteur, de telle sorte que KIBI va être donc moins actif, et donc le rapport entre KIBI et KIR va être modifié. Il va y avoir donc une plus grande modification méthylation du système, et donc le récepteur va être plus actif. Donc en d'autres termes, l'inactivation du récepteur liée à la liaison du ligand modifie la balance, le ratio entre KIBI et KIR, et va induire progressivement l'effet inverse, c'est-à-dire une activation du récepteur. Donc vous voyez, on passe d'un état inactif induit par le ligand à un état actif lié à la méthylation. Et ça, c'est au cœur, cela est lié au fait que la déméthylase est dépendante du récepteur actif.
Donc le negative feedback vient de cette propriété-là. Donc c'est cela qui permet en fait le reset du système et qui permet au système de s'adapter. Alors à vrai dire, je vous ai parlé d'un groupement méthyle, mais le récepteur peut avoir jusqu'à 4 méthylations séquentielles, de telle sorte qu'il évolue dans un état de méthylation séquentielle de 0 à 4. Et donc ce que je vous ai présenté pour une modification méthyle se produit de façon séquentielle. Et on peut expliquer en fait l'évolution du système comme simplement une variation au fur et à mesure où on ajoute des groupements méthyles de delta E, delta epsilon. Plus delta epsilon est important, plus ça est associé en fait à une modification du méthyle. Ou plutôt, plus il va y avoir de méthylation, plus delta epsilon va être important. Et donc on voit ici, dans ces courbes, l'augmentation progressive de delta epsilon qui correspond à une méthylation accrue du système dans le modèle et qui correspond à une augmentation de l'EC50 qui correspond précisément à ce que fait l'adaptation. Je vous ai montré, comme on le voit ici, l'adaptation augmente l'EC50 et qui permet en fait, au système de se remettre être en capacité de répondre à une variation future de la concentration. Alors maintenant, voyons les données expérimentales qui corroborent cette augmentation de l'EC50 en fonction de la méthylation. Alors ici, les auteurs utilisent des mutants qui permettent de forcer ou de faire une espèce de mutant méthylmimétique. C'est-à-dire, en gros, ils vont modifier les acides aminés modifiés par méthylation pour faire croire à la bactérie qu'elle a entre 1 et 4 groupements méthyles. En fait, la configuration... alors, en fait, ils utilisent donc un mutant de Kier-Ekebe, donc il ne peut pas faire d'adaptation, d'accord ? Mais il ajoute maintenant progressivement 1, 2 ou 3 mutations en glutamine qui miment en fait l'adjonction d'un groupement méthyle, chimiquement, d'accord ? Et donc, considérez que ici, ce mutant, certes, n'a plus d'adaptation médiée par Kier-Ekebe, mais on le force à croire en fait, qu'il a 3 groupements méthyles, et donc il correspond théoriquement à une augmentation de l'EC50 selon ce que je vous ai dit. Et effectivement, c'est ce que vous voyez. Vous voyez la courbe de réponse du système. Dans des conditions sauvages, on a une inactivation progressive en présence de l'augmentation du ligand. Et lorsque l'on a un système qui a maintenant des groupements méthyle-miméthyle, donc qui a en gros mime l'adaptation, la méthylation, le C50 a augmenté et le système, donc effectivement, c'est comme s'il s'était adapté. Et on voit ici une autre forme, maintenant d'autres formes de données expérimentales dans laquelle la concentration ambiante est différente et on ajoute maintenant des modifications de la concentration à partir de là. Et donc dans la valeur de référence, le système a une courbe de réponse et lorsque l'on augmente la concentration ambiante, on shift vers la droite le C50. Lorsque l'on ajoute le chémoattractant ou lorsque l'on lève, donc la réponse opposée. Donc vous voyez, en modifiant, et vraiment le point central, c'est ces mutations où l'on modifie la méthylation, l'état de méthylation du récepteur, et on a exactement une modification de C50 conforme à ce que le modèle prédit. Alors, comme on l'a bien vu, la fonction centrale de cette adaptation est double. La première, j'en parle maintenant, c'est effectivement le fait que ça permet à la bactérie de répondre à un domaine de concentration très large, vu qu'elle se réadapte, elle peut voir une nouvelle modification de la concentration, et de fait, dans ce système expérimental capillaire, en fait, les bactéries peuvent décoder des variations de concentration sur plusieurs ordres de grandeur, de 10 puissance moins 5 molaires à 10 puissance moins 2 molaires. Et donc l'amplitude de lecture, de décodage est extrêmement vaste, mais le point le plus important est que cette adaptation est intrinsèquement liée à la capacité de détecter le gradient temporel de concentration, qui est ce que je vous ai présenté au début, qui a été introduit en 1972 par Kochland, et qui est en fait au cœur du chimiotactisme. Donc on va voir et finir par cela, prendre quelques minutes, de voir de quelle manière l'adaptation en fait permet la détection du gradient temporel des bactéries, de chimioattractants. Alors déjà, un point important, il est que le fait que l'adaptation est requise pour le chimiotactisme, on peut le voir en utilisant des bactéries qui ont des fréquences de tumbling différentes, mais qui peuvent s'adapter et qui leur permettent de remonter un gradient tout à fait normalement. Donc en fait, ils utilisent pour cela en fait, des bactéries de référence coli ou des bactéries dans lesquelles, peu importe les détails, on a modifié le récepteur de l'aspartate venant d'une autre espèce, un salmonelle, différentes formes dans lesquelles les fréquences de tumbling sont différentes, le biais en fait, de rotation varie entre 37, 18 et 56%,
Mais ce qui est intéressant en comparant les trois, c'est qu'à différentes concentrations d'aspartate, les temps de réponse du système, qui en fait le temps d'adaptation est en gros le même. Et deuxièmement, les réponses du système en termes de déplacement dans un gradient sont également dans le même ordre de grandeur. On a ici le contrôle et ici les différents mutants qui ont des fréquences de tumbling variables. Donc en gros, peu importe la fréquence de tumbling de référence de bactéries, pourvu qu'elles soient adaptatives, elles vont pouvoir remonter un gradient avec des temps caractéristiques normaux. Inversement, si on a des bactéries qui ont des fréquences de tumbling normales mais qui ne sont pas adaptatives, parce qu'elles sont déficientes pour KIR et KB, ces deux molécules centrales dans le processus de méthylation, à ce moment-là, lorsqu'on apporte une concentration plus importante, en fait, elles ne peuvent plus s'adapter. Vous voyez, elles restent bloquées dans un état de biais de rotation plus important, et donc elles ne peuvent plus faire de chimiotactisme. Voyons ici une bactérie centrale à gauche dans un gradient d'aspartate. En fait, elles vont s'accumuler dans la partie haute du gradient. On voit ici la distribution de bactéries, alors que ces mutants KIR-KB, en fait, dans ce gradient, n'ont plus pouvoir s'adapter et ne sont pas capables de chimiotactisme. Donc, de quelle manière l'adaptation permet le chimiotactisme? C'est exactement ce que l'on va voir maintenant. Alors, déjà, Kochland, d'une façon très presciente, avait tout à fait compris en fait, le cœur de ce système. Le fait que la bactérie en fait, détecte un gradient temporel dans son dispositif expérimental, celui que je vous ai présenté en début de ce cours, suggère en fait que la bactérie compare à deux moments la concentration, soit capable de mémoire et soit capable de faire cette comparaison temporelle et de modifier son comportement. Alors le cœur de cette réponse, de cette comparaison temporelle, vient de la différence des temps caractéristiques entre la réponse immédiate à l'activation du récepteur ou à l'inactivation du récepteur par le ligand qui correspond à KY, qui est quasiment instantané, de l'ordre de quelques millisecondes, et puis la méthylation, qui, elle, est typiquement plus longue, prend de l'ordre de quelques secondes. Et donc la différence de temps caractéristique entre KY, qui reflète l'activité instantanée de liaison du ligand au récepteur, et puis la méthylation, qui reflète, qui en fait correspond au temps qu'il a fallu pour le faire, donc en fait à un temps plus passé d'activation du récepteur, permet d'avoir, au niveau du récepteur, 2 points de temps agrégés, et donc il permet cette comparaison. Donc le cœur de la mémoire, c'est la différence de temps caractéristique entre un processus rapide, correspond à KY, et un processus plus long pour la méthylation du récepteur. Alors le papier qui en fait fait une étude la plus fine de ce processus est un article de Bloch et Berg il y a longtemps, en 1982, suivi par un autre remarquable également. Donc ces deux articles, je vais essayer de synthétiser les points centraux. Ce que font les auteurs, c'est qu'ils suivent une bactérie associée à un substrat, et en fait ils apportent une impulsion de l'ordre de quelques millisecondes d'une adjonction de sérine. Donc en quelques millisecondes, ils apportent un pulse de sérine qui après diffuse et il n'y a plus rien. Donc considérez que c'est comme une espèce d'exposition très abrupte, très courte à de la sérine. Et alors que l'impulsion est de l'ordre de quelques millisecondes, la bactérie, en fait, a une réponse intégrée au cours du temps qui varie, et dont on voit ici la forme, et que je vais décrire par étapes. Donc on a ici le biais de rotation de référence, l'impulsion en quelques millisecondes, ici l'ordre de grandeur, c'est des secondes, et vous voyez ici. On a une réponse qui s'étale sur, en gros, un peu moins de 10 secondes, à peu près 4-5 secondes. Et on voit, en fait, une réponse... alors que l'exposition est très rapide, la bactérie répond d'une façon qui prend du temps. Voilà. Et cette réponse est biphasique. Il y a une phase d'excitation avec deux lobes, une phase d'excitation dans laquelle la bactérie transitoirement augmente son biais de rotation antihoraire, d'accord ? Et alors même que le ligand a disparu, n'est plus présent, en fait, il y a toujours une augmentation de l'excitation, donc du biais de rotation. La bactérie continue à avancer pendant à peu près 1 seconde le long d'un run. Puis après, il va y avoir une baisse abrupte de son biais de rotation, et même la bactérie va réduire sa fréquence de son biais de rotation en dessous de sa valeur de référence,
puis revenir à la valeur nominale. Donc on voit ici qu'en gros, transitoirement, la bactérie nage pendant 1 seconde le long d'un run, à peu près une trentaine de microns, puis elle s'arrête pendant 3 secondes en faisant du tumble. Ça, c'est une réponse à une impulsion extrêmement courte du ligand. Donc, ça veut dire qu'en fait, la bactérie décode une variation temporelle de la concentration et met en place cette réponse impulsive sous la forme de ces deux lobes qui montrent en fait une capacité d'adaptation. L'adaptation, en fait, et le rôle de la méthylation, explique en fait cette étape ici. Donc, en gros, on peut décrire la séquence des événements de la façon suivante. Pendant les premières millisecondes d'exposition au ligand, donc l'attractant se lie à son récepteur. Cela induit une réponse qui augmente la rotation antihoraire du flagelle et donc simule donc la nage dans un run, en même temps qu'il stimule la méthylation du récepteur. La concentration du ligand disparaît rapidement en quelques millisecondes, mais la méthylation, en fait, comme on l'a vu, met un certain temps à se produire, donc elle se poursuit pendant quelques secondes. Et donc, à un moment, il va y avoir en fait un décalage entre l'occupation du récepteur, qui correspond à en fait, un récepteur off, inactif, et puis la méthylation, qui reflète l'activité passée, qui met quelque temps à se mettre en place. Et donc, ce décalage entre les deux permet au récepteur d'avoir une espèce de lecture des événements passés et des événements temporels, et des événements instantanés, et qui reflète donc cette réponse-là. Donc là, la méthylation jouant un rôle important, induit donc le récepteur dans une configuration active qui réduit le biais de rotation en dessous de sa valeur de référence, puis la méthylation se remet en place. Non, pardon, c'était la déméthylation avant, puis la méthylation se remet en place et elle remet le système dans un état de référence. Donc là, ici, c'est le rôle de la déméthylation qui fait descendre la valeur de rotation en dessous. Alors, une bactérie qui n'est pas capable de méthyler et déméthyler le système a une réponse impulsive au pulse d'exposition au ligand, mais elle n'a pas de undershoot, elle n'a pas en fait sous l'effet de la déméthylation une capacité d'adaptation, et donc la bactérie en fait ne peut pas comparer deux points de temps différents, et donc elle ne peut pas donc décoder une variation temporelle de la concentration, et donc elle ne peut pas faire de chimiotactisme. KZ, qui est une molécule qui est impliquée dans la déphosphorylation de KY, va faire que la courbe d'impulsion en fait, d'excitation va être modifiée, va être plus longue. Il y a une adaptation partielle, ce qui fait qu'effectivement ces bactéries ont une capacité partielle, pas tout à fait normale, de remonter le gradient. Alors, pour finir, on peut voir cette capacité du système à comparer deux variations, des modifications de concentration à des temps variables, correspond en fait à un filtre passeband. En fait, étant donné que cela correspond à la signature intrinsèque du système de méthylation qui dure quelques secondes, toute fluctuation beaucoup plus rapide de la concentration ne peut pas être décodée par le système. Donc en fait, les fluctuations stochastiques extrêmement rapides, plus rapides que ça, plus rapides que ce temps caractéristique de la seconde, la bactérie ne peut pas les voir. Et donc en fait, elle ne veut pas importer. Effectivement, on veut que la bactérie ne soit pas capable de répondre à une variation trop rapide de l'ordre de quelques millisecondes de la concentration. De même, sur des variations de concentration qui seront sur des temps beaucoup plus longs, d'accord, la bactérie va les filtrer parce qu'elle ne va pas avoir une réponse de sa méthylation qui est ajustée en fait, à ces variations de concentration plus longues. Donc en fait, elle va être capable simplement de détecter des variations de concentration dans une fenêtre de temps qui correspond à ce système d'adaptation dépendant de la déméthylation-reméthylation. Et donc, on peut voir que la fréquence de réponse du système est de l'ordre de 0,25 Hz, qui correspond à peu près donc à 4 secondes. Et avec des runs qui sont durés d'à peu près 1 seconde, ça veut dire que les bactéries sont capables de décoder des variations de concentration de l'ordre de 0,25 Hz. Donc en fait, le système semble être a été optimisé pour répondre à des variations de concentration qui correspondent à des durées de run de l'ordre de la seconde et qui, comme on l'a vu précédemment, sont une bonne durée pour explorer un environnement différent, pour battre l'effet de la diffusion. Donc c'est le premier point. Il faut que cette mémoire du système soit
suffisamment longue pour pouvoir détecter des variations de concentration qui soient utiles à la bactérie, au sens qui permet d'explorer une nouvelle concentration. Et par ailleurs, si la mémoire de la bactérie était trop longue, si jamais elle comparait sur des temps qui étaient de l'ordre de la dizaine de secondes, eh bien à ce moment-là, ou plus, à ce moment-là, en fait, elle serait mise à jour sur une information, mais qui serait complètement en décalage avec la concentration actuelle dans laquelle elle est, et donc elle ne pourrait pas en fait adapter son comportement, ajuster en fait sa mémoire à la concentration qui change au cours du temps. Donc le système semble être bien ajusté pour répondre aux caractéristiques de la motilité de la bactérie. Voilà, donc je finis en concluant sur les points suivants concernant donc le chimiotactisme de la bactérie, donc qui se caractérise comme une marche aléatoire biaisée par un gradient spatial de concentration que la bactérie décode comme une variation temporelle de la concentration étant donné qu'elle se déplace. Cette capacité de chimiotactisme nécessite un processus de mémoire, lequel est lié à ce processus d'adaptation. Donc les trois fonctions essentielles que j'ai montrées au cœur du chimiotactisme, c'est une sensibilité qui vient en fait essentiellement d'un mécanisme de coopérativité des récepteurs qui permettent une réponse extrêmement non linéaire. Deuxièmement, une adaptation du récepteur qui dépend de la méthylation et qui permet d'avoir une comparaison de l'état actuel du récepteur à un temps qui est de l'ordre de quelques secondes précédemment. Et cette fonction d'adaptation permet effectivement à la bactérie de se repositionner dans une valeur de référence dans une nouvelle concentration et donc de pouvoir de proche en proche explorer des variations temporelles de concentration grandes et donc de pouvoir explorer un gradient spatial suivant plusieurs ordres de grandeur pour la bactérie. Voilà, donc voilà ce qui correspond donc aux mécanismes mis en place chez, en tout cas, Salmonelle, coli, qui sont les deux principaux systèmes expérimentaux, et sans doute d'autres bactéries. Et on verra la semaine prochaine comment des mécanismes de détection du gradient spatial sont importants chez les cellules eucaryotes pour décoder les gradients. Voilà, donc je vous remercie.